Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence qui a comme nom Les sexismes de la langue française, une histoire immortelle par Edgar Cruz. Je vais me permettre de vous lire un petit peu de son parcours professionnel. Edgar est titulaire d'un master en enseignement par compétences. Il donne des cours du FLE au Centre d'enseñanza de idiomas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, depuis 10 ans. Il travaille à l'Universidad Autónoma del Estado de México, où il donne des cours de FLE, mais aussi d'études contemporaines du français, d'analyse littéraire, de méthodologie d'enseignement de langue et de la traduction du français. Il a été professeur d'espagnol en étrangère avec Tom Dickinson en compagnie au lycée Frédéric Mistral à Avignon. Il a des études en programmation neurolinguistique et développement humain, coaching pour l'enseignement supérieur et psychologie et positive pour les jeunes étudiants universitaires. Il a dirigé des ateliers de théâtre et d'écriture en français au CIE de la FES Acatlán, responsable de l'atelier de littérature et d'écriture créative. Il a participé au programme Les rendez-vous littéraires de la Bibliothèque des Amériques et le gouvernement du Québec et a récemment participé au programme d'actualisation en langue et didactique du français au Kavilam de Vichy. Il a donné des conférences et des ateliers au congrès de la MIFROM et au programme d'actualisation d'enseignants de l'UNAM, notamment sur la question de l'interculturalité, et il est aussi examinateur correcteur des examens DELF et a étudié les cours en linguistique appliquée à l'UNAM. Bienvenue Edgar et je vous donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Edgar Cruz. Je suis professeur de français à l'UNAM et aussi à la UMX. Je remercie l'invitation de l'Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pour être avec vous aujourd'hui et parler d'un sujet que je trouve très intéressant et que je partagerai avec vous dans cette présentation. Et que je partagerai avec vous dans cette présentation. J'ai intitulé Les sexismes dans la langue française, une histoire immortelle. Eh bien, tous les jours, dans les médias et principalement dans les réseaux sociaux, nous trouvons des messages qu'on peut clairement identifier comme sexistes. Par exemple, celui-ci que je vous montre, face à la technologie, on est tous un peu blondes. Dans cette idée machiste de croire que les filles blondes ne sont pas intelligentes. Aussi dans les réseaux sociaux, dans les magazines, tous les jours, nous trouvons des, des discours, des collectifs de membres de différentes associations qui ont une idéologie différente, assez radicale pour certaines personnes, qui dénoncent les sexismes présents un peu partout. Et au milieu de ces débats, de ces deux points extrêmes, nous trouvons, euh, nous trouvons un conflit entre le discours qui est dans les débats publics, nos propres croyances, nos idéologies et le fait de prendre une position face à ces phénomènes. Quand on parle une langue, on peut dire, moi je parle la langue comme j'ai appris, je respecte les règles que j'ai appris à l'école, je fais de mon mieux pour bien parler la langue. Non? On, on entend aussi des discours
un peu polarisés qui nous disent que lorsqu'on ne change pas la manière dans laquelle on s'exprime à l'écrit ou à l'oral, cela ne peut pas permettre de rendre visible certains membres de la société, particulièrement le genre féminin dans la langue qu'on parle. Mais il faut d'abord nous rappeler du côté de la langue linguistique, qu'est-ce qu'une langue? Moi, j'ai choisi la définition du linguiste André Martinet, qui nous dit qu'une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté. Une unité douée d'un contenu sémantique et d'une expression phonique, les monèmes, cette expression s'articule à son tour en unités distinctives et successives, les phonèmes. Un nombre déterminé dans chaque langue et, dont la nature et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue à l'autre. Eh bien, je voudrais partager avec vous un conseil que je trouvais très intéressant et qui a attiré mon attention dans un article de Michel Boiron. Monsieur Boiron, c'est le directeur du Kabilam de Vichy. C'est un article qui parle sur la motivation chez les étudiants quand ils apprennent une langue étrangère. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en français, le verbe apprendre a une double signification, non? Comme on le sait déjà bien. Apprendre signifie, apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire enseigner. Et d'autre part, apprendre signifie apprendre quelque chose, c'est-à-dire acquérir des connaissances. Il a dit aussi que le verbe apprendre, on ne peut pas les conjuguer à l'impératif. Bien sûr, conjuguer à l'impératif le verbe, c'est possible si on suit la règle grammaticale. Mais dans la vie réelle, on ne peut pas ordonner, on ne peut pas donner l'ordre à une personne d'apprendre. On ne peut pas dire à nos étudiants, apprenez, et ils vont apprendre. Cela ne fonctionne pas comme ça. Pour apprendre n'importe quoi, mais dans ces cas aujourd'hui, nous parlons d'une langue. Pour apprendre une langue, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut être dans la disposition d'apprendre. Nous connaissons aussi, on a déjà peut-être entendu parler des différentes théories qui établissent une relation entre la langue qu'on parle et la manière dans laquelle on s'explique le monde. Dans les années 60-70, cette idée a été présentée sous le nom de l'hypothèse Sapir-Whorf par deux linguistes américains, professeurs et son étudiant. Et cette hypothèse contient deux principes généraux que je trouve très intéressants. Le premier de ces principes, c'est le déterminisme linguistique, qui nous dit que la langue peut déterminer nos pensées, notre point de vue et nos regards sur le monde. Le deuxième principe, appelé le relativisme linguistique, nous dit que les langues différentes ont des regards différents sur le monde. Moins les langues ressemblent, plus diverses leur conceptualisation.
Moi, je pense que il existe une corrélation entre la langue que nous parlons et la manière dans laquelle nous expliquons notre réalité. Et aussi, nous utilisons les langages comme un outil, justement, pour expliquer la réalité que nous observons, que nous vivons. Par exemple, après une étude menée par l'Université de Lancaster avec 3 groupes de personnes qui parlaient anglais et allemand, ils ont mené cette étude avec 3 groupes. Le premier, c'était, il y avait, dans le premier groupe, il y avait des locuteurs allemands. Dans le deuxième groupe, il y avait des locuteurs anglais. Et dans le troisième, des locuteurs bilingues, des gens qui parlaient anglais et allemand. Et l'étude consistait à montrer des vidéos avec des scènes de la vie quotidienne, une femme qui marchait vers une voiture et un homme qui pédalait sur son vélo dans la rue. Cette étude a démontré que les locuteurs anglais, les personnes, ceux et celles qui parlaient seulement l'anglais, se concentraient surtout sur l'action qui était en train de se dérouler. Ils décrivaient comment s'est déroulée l'action. Alors que les locuteurs allemands, ils se concentraient surtout sur le but de l'action. Il disait par exemple, la femme va à un rendez-vous important, l'homme se dirige vers le supermarché, par exemple. Et les personnes qui étaient bilingues changeaient leur perspective de ces vidéos selon la langue qu'ils utilisaient. Une autre étude menée par l'Université de San Diego présentait aux locuteurs hispanophones et allemands des différents objets, une série de différents objets, et leur demandait de donner des adjectifs pour décrire ces objets. Par exemple, une clé qui ont les mots-clés, les mots pont et les autres mots dans la liste qui avaient un genre posé en allemand et en espagnol. D'une manière inconsciente, les locuteurs donnaient des adjectifs qu'on considère liés à l'idée du féminin et du masculin. Par exemple, en espagnol, les mots-clés, c'est féminin. Et alors, les locuteurs disaient qu'une clé était petite, dorée, alors que le locuteur allemand, le mot-clé en allemand, c'est masculin. Et les locuteurs se concentraient surtout sur des caractéristiques considérées plutôt masculines. Par exemple, ils disaient qu'une clé était crantée, était dure, était métallique. Même histoire avec les mots pont, qu'en espagnol c'est masculin et en allemand c'est féminin. Donc, à partir du genre de chaque mot, le locuteur donnait des adjectifs associés à des caractéristiques qu'on considère
dans leur culture plutôt masculine ou féminine. Et qu'est-ce qui se passe avec les Français? Bon, je vous présente ce monsieur, un membre immortel de l'Académie française, cette institution sacrée qui défend la langue française. Et tous les membres de l'Académie française sont appelés des immortels. Bien sûr, il ne s'agit pas de gens immortels, mais de l'immortalité de la langue française. Bon, Éric Orsena, dans cet ouvrage appelé La grammaire est une chanson douce, nous présente une explication de la grammaire française des différentes catégories grammaticales, les déterminants, les noms, les adjectifs, les adverbes. D'une manière plutôt enfantine, comme un conte pour les enfants, mais assez intéressante et amusante, oui. Et comme si les mots étaient des tribus et leur relation, leur fonction. Mais pourquoi on parle de sexisme dans la langue française? Il y a des règles qui sont déjà établies, qu'on apprend depuis l'enfance à l'école si le français c'est notre langue maternelle, ou en classe de français langue étrangère si c'est une langue étrangère ou même une langue seconde. Les règles s'appliquent pour tous et pour toutes. En français, nous avons que la course est faite selon les genres masculins, même minoritaires ou implicites. Par exemple, dans la phrase « Les hommes et les femmes sont intelligentes », hommes et femmes sont inclus, d'après l'explication de l'Académie française, dans le pronom « il », qui dans ces cas fonctionne comme un pronom neutre. Et alors, la phrase « ils sont intelligents » inclut bien sûr les hommes et les femmes. Cela signifie que même s'il y a 99 femmes et un seul homme, on va toujours utiliser les pronoms masculins et l'adjectif au masculin. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça les Français, et il faut respecter les règles. Eh bien, comme on vient de le dire, ce sont des règles qu'on apprend à l'école, qu'on apprend quand on décide d'apprendre le français, on apprend ces règles. Mais, par exemple, je vous montre ici l'extrait d'un manuel scolaire de grammaire, une leçon sur la grammaire, sur l'accord de l'adjectif qualificatif, sur la règle que tout le monde connaît quand on apprend le français. Le masculin l'emporte sur le féminin. Par exemple, si vous voyez ici qu'on dit la balle, la poupée et les trains sont neufs. Même si la balle, la poupée sont des mots féminins et les trains, c'est un seul mot masculin dans cette phrase, l'adjectif doit s'accorder au masculin. Nous avons par exemple les livres, les jouets sont instructifs, la boîte à couture et la panoplie sont abondamment garnis, des beaux cadeaux, des belles étrennes. Okay? En général, on sait déjà, comme en français et en espagnol, le masculin,
inclure, entre guillemets, tous les deux genres. Pourquoi? Bah, justement parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais nulle part le féminin ne l'emporte sur le masculin. Mais si, il y a des langues qui vont privilégier le féminin. Pas le français, pas l'espagnol. Il y a des autres langues qui vont privilégier l'utilisation de l'accord avec le genre féminin. Et ça, ces règles du français contemporain, ces règles du français du XXIe siècle datent de notre époque. Mais cette époque, ce n'est pas la nuit des temps. Ça ne date pas d'hier, c'est vrai, mais n'a pas été toujours comme ça. On a repris certaines règles d'accord et des règles grammaticales en français sur des idées de cette époque-là. Voici la base idéologique des règles actuelles. Il y a deux grammariens, le premier, Dominique Bohr, qu'au XVIIe siècle a dit, lorsque deux gendres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Aussi, Nicolas Bosé, au XVIIIe siècle, a dit, le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Et voilà l'origine, la base idéologique des règles actuelles en français. Mais attention, dans la phrase que je vous ai montrée, les hommes et les femmes sont intelligents, ils, je répète, d'après l'explication de l'Académie française, il va inclure les masculins et les féminins et des bien un pronom neutre. Alors la phrase « ils sont intelligents » comprend les hommes et les femmes, mais comme je vous ai dit, ça ne date pas de la nuit des temps. Car il existait avant la règle de proximité, laquelle nous explique que l'adjectif s'accorde en gendre avec les noms les plus proches. Ainsi, les hommes et les femmes auraient pu être intelligentes. Pourquoi? Parce que les hommes, les femmes, nous avons ici le nom femme qui est plus proche à l'adjectif. Alors, si j'ai cette phrase, les hommes et les femmes, d'après la règle de proximité, je devrais accorder l'adjectif, dans ces cas, au féminin pluriel. Nous avons que toutes les langues, une langue vivante, dynamique, et un phénomène présent dans toutes les langues vivantes, c'est la variation linguistique. C'est un phénomène commun et naturel dans toutes les langues. Cette variation se donne en fonction des facteurs historiques, géographiques et socioculturels. Nous trouvons en français des exemples phonétiques, par exemple, à la prononciation d'ananas, ananas, même si dire ananas, c'est pas la règle, c'est pas correct, en principe, est accepté. On peut dire ananas, ananas. Même histoire
avec les mots nombril, qu'autrefois se prononçait nombril, sans prononcer la L. L'exemple le plus clair qu'on connaît déjà dans le changement phonétique, la prononciation, c'est par exemple le mot monsieur, qu'on écrit monsieur, et il s'agit de l'adjectif possessif, mon, seigneur, okay, c'est l'abréviation sieur, et après, c'était devenu monsieur. Okay? On a changé la prononciation, mais pas l'écriture. On pourrait trouver d'autres exemples dans plusieurs mots. Et ça fait partie de l'évolution des langues. C'est un phénomène commun et naturel, surtout naturel, dans toutes les langues. Ça fait partie de l'évolution. L'évolution de langue, si la société change, si les idéologies changent, la langue va changer, va s'adapter. Cela ne signifie pas que c'est pas la langue, en principe, qui va modifier les phénomènes sociaux, mais au contraire. Dans ces beaux fauteuils verts, tapissés en vert, ces hommes et femmes immortels, les membres de l'Académie française, décident quelles sont les règles qui doivent être respectées et la manière dans laquelle on doit écrire et parler le français. En France, un peu partout dans le monde, non? C'est un peu bizarre, c'est comme c'est, même s'il y a comment dire, il y a des bonnes raisons pour défendre l'existence d'une académie qui va veiller sur qui va défendre la langue. Il faut savoir aussi qu'une langue va toujours avoir des variétés qui doivent être adaptées au temps. Bon, l'Académie française nous dit par rapport à ce phénomène que la langue n'est pas sexiste, le masculin est une forme neutre. Mais nous savons qu'autrefois, la règle de proximité établissait une règle complètement différente. Et actuellement, on change les discours publics sur des phénomènes actuels et du passé. Ça ne date pas d'hier, comme je vous disais. Déjà dans les années 70, il y avait une discussion sur cette modification à l'écriture et à la manière de parler. Et même la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, de nos jours, actuellement, on dit qu'on ne doit pas dire Déclaration des droits de l'homme, mais de l'humain. Mais à cette époque-là, quand on disait la Déclaration des droits de l'homme, bien sûr qu'on parlait des hommes, des individus du sexe masculin, pas des femmes. Les femmes n'étaient pas considérées dans cette déclaration. Ces droits, c'était les droits des hommes. L'Académie française nous dit que la modification de l'écriture et la prononciation met en danger ou un péril mortel, comme ils ont l'appelé, la langue française. C'est un danger, attention. Et cette écriture inclusive, cet langage inclusif était déjà présente dans plusieurs collectifs plutôt féministes, en principe, et c'était bien. Mais lorsque cette idée
était présent dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires, l'académie a sauté et a dit, bon, attention, c'est un péril mortel pour la langue française. Et cette académie est la même académie qu'autrefois s'opposait à l'utilisation d'un déterminant, l'article le ou la, devant les titres, non? Devant par exemple ici, Madame le ministre, la ministre, qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est que c'est une règle en français, Monsieur le directeur, Madame la directrice, non? Mais autrefois, étaient les scandales et l'Académie s'opposait à utiliser le déterminant devant ces noms. Donc, une autre justification à notre argument, d'après l'Académie, quand cette écriture a été présentée sur un manuel scolaire à la rentrée académique, à la rentrée scolaire, pardon, et il disait que les immortels disaient que cela alourdirait la tâche de pédagogue et cela compliquerait plus encore celle des lecteurs. Mais il y a des enseignants et des enseignantes, des professeurs qui ont décidé d'éliminer de leur cours cette règle qu'on a appris depuis toujours, que le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est l'objectif de ces changements, c'est bien sûr est présente dans plusieurs aspects de l'enseignement d'une langue. La féminisation des noms des métiers et des titres, la règle de proximité qu'on a vue tout à l'heure, la double flexion comme professeur, professeuse, et les points milieu, les points médians pour les terminaisons des mots. Cette écriture, comme on a dit, était utilisée dans les milieux militants plutôt, et on disait, bon, ça va, non? Mais elle est entrée dans les débats publics lorsque elle était incluse dans une manuel scolaire. Dans les mots d'Eliane Bienot, tête linguiste et historienne, elle nous dit que s'il existait avant la règle de proximité, par exemple, dans l'accord d'un nom et un adjectif, c'est un reflet du dynamisme de la langue française, que dans l'actualité, on ne peut pas continuer avec cette base idéologique qui date du XVIIe siècle. Un autre exemple, c'est l'accord avec l'auxiliaire avoir, pardon, j'excuse, l'accord du complément avec quand on utilise l'auxiliaire avoir. Et dans le mot de Eliane Bienot, on dit que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune histoire, ça a été inventé. En principe, pour différencier le gène cultivé du reste. Non? Ça n'a aucune justification, un thème assez compliqué pour les apprenants de la langue française aussi, quand on est-ce que fait l'accord avec l'auxiliaire avoir, mais bon, ça ne date pas d'hier non plus. Et c'est vrai que l'égalité ou l'inégalité commence dans la langue. Parce que
le langage devient un comportement, une idéologie. Pas seulement les langues inclusives ou l'écriture inclusive. Il faut parler d'inclusion dans tous les domaines, à l'écrit, à l'oral, à l'école, dans la rue. Et il faut avoir des salles inclusives, vraiment à l'école, à l'université, des salles inclusives, pas seulement à l'écrit ou à l'oral, j'insiste, mais à la diversité d'idées, de pensées, d'idéologies, de débats. Il y a des points qui sont au centre du débat public. Ceux qui pensent que ça sert à rien, l'écriture inclusive, les langages inclusifs. Il y a des autres qui considèrent que c'est une manière de, de montrer l'inégalité qui existe. Les arguments pour, on dit que cela nous fait réfléchir sur les inégalités, justement. Il faut parler et écouter toutes les voix si l'on cherche à avoir une société vraiment égalitaire. On cherche à rendre visible, à mettre en évidence les inégalités, surtout. Il y a des gens qui sont contre, qui disent que ce n'est qu'une mode, non? On peut dire, c'est comme ça qu'on l'a pris et ça date de la nuit des temps, c'est comme ça, c'est tout. Il y a des gens qui disent que c'est une aberration, plutôt, comme l'Académie, un péril pour la langue. C'est une imposition des minorités. On dit que les langues ont une structure et des règles qu'on doit accepter et respecter si on veut parler cette langue. Mais face à ces idées, on ne peut pas dire que je n'accepte pas qu'il existe des gens qui ne se sentent pas identifiés dans un genre. Il y a des gens qui trouvent ces arguments ridicules et disent que ce n'est pas nécessaire ces changements, non? Mais on fera un petit exercice. Si vous fermez les yeux, et imaginez, bon, évoquez une image lorsque vous entendez les mots suivants. Fermez les yeux et imaginez. Qu'est-ce que vous voyez aux yeux fermés quand on écoute les mots écrivain, quand on écoute les mots philosophe, quand on écoute diplomate, président, peintre? Est-ce que vous avez visualisé une femme ou un homme? Nous adaptons nos langages selon nos interlocuteurs, non? Et il y a certains mots, quand on parle avec un avocat ou une avocate, qu'on ne comprend pas, même quand on va chez le médecin. Et quand on ne comprend pas, il faut s'informer, il faut se renseigner. Il faut trouver des moyens, des canaux de communication afin de continuer justement ça, la communication avec nos interlocuteurs. Et pas dire, je ne te comprends pas, alors je ne parle pas. Dans cette diversité linguistique, on peut se demander pourquoi il y a tant de... il y a des positions diverses qui s'opposent face
à ces modifications dans la langue. Voici, je vous présente un exemple de cette flexion, par exemple, chercheuse, chroniqueuse, professeuse. Le candidat avec le point de milieu, candidate à la présidentielle, les candidates et les candidates, les personnalités candidates, droits de l'homme, droits humains, etc. Mais il faut se demander si on a ces tolérances face aux idées diverses. Par exemple, il y a une vidéo de la télévision argentine où il y avait un monsieur, je ne sais pas si c'était le présentateur ou un invité d'une émission, et ils ont montré un sondage qu'ils ont fait sur Twitter. Et ils ont montré les résultats qui disaient votes, et ils étaient vraiment fâchés parce qu'ils ont dit pourquoi vous dites votes et non votos en espagnol. Et je ne peux pas dire votes pour parler de l'écriture inclusive. Et il était vraiment fâché parce qu'on avait écrit votes au lieu de votos. Mais on a dit, la même émission, une autre personne était intervenue et a dit non, mais c'est pas votes d'une écriture inclusive, c'est votes en anglais, non? Et bon, c'est un petit exemple de l'intolérance face à ces sujets. Et je vais finir avec ces derniers diaporamas quand il dit dans cette caricature, une minorité bruyante sera toujours plus forte qu'une majorité silencieuse. Et je récupère les mots d'Elena Pérez, une professeure, une professeuse argentine qui faisait cette analogie sur les discussions enflammées devant ces phénomènes. Non? On peut contrôler ces discussions en écoutant des idées diverses, et comme le feu ici, nous pouvons nous chauffer et nous sentir à l'abri du feu, ou bien on peut montrer l'intolérance et cela deviendra un incendie qui pourrait brûler et tout détruire. À manière de conclusion, je dirais qu'il ne faut pas avoir la langue pendue, trop parler, trop parler, trop parler, sans réfléchir. Non? Il faut se centrer dans la conversation, trouver les espaces pour en parler et réfléchir depuis notre vie quotidienne. Il y a des personnages qui sont toujours dans la scène publique, comme l'exemple du président Emmanuel Macron, qui systématiquement insiste sur cette différence de les masculins et les féminins. Il est fait exprès dans ses discours. Je ne sais pas si c'est la meilleure option de parler comme ça. Celle, tout, bonjour à tous et à toutes, garçons, filles. On peut trouver aussi des termes qui incluent toutes les personnes, mais il faut respecter aussi ces droits de ceux et celles qui ne se sentent pas représentés. Il faut écouter toutes les voix et réfléchir à les idées des autres aussi, non? Penser un instant. Et la manière, à mon avis, ce n'est pas, il n'y a pas une recette magique de comment est-ce on pourrait réussir à mieux gérer
cette problématique, mais déjà être dans un espace comme celui-ci, avoir cette conversation au sérieux et écouter toutes les voix, c'est déjà un très, très, très bon commencement. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous partage mon adresse mail si vous avez des questions ou vous voulez me contacter. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Je vous remercie, Edgar, pour ces partages. Donc, on va commencer dans cette partie de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à notre intervenant, vous pouvez les faire directement en ouvrant votre microphone. Donc, on va commencer avec une question qui a été souvent posée pendant cette semaine du festival. Donc, ils nous disent, la langue, les grammaires doivent évoluer, c'est-à-dire, il faudrait utiliser des règles pour prendre en compte un genre, par exemple l'usage des parenthèses, e, ou à l'espagnol, l'usage de todes. Bonjour. Bonjour à tous. Et bon, comme je viens de dire sur ma présentation, je ne sais pas si c'est la solution, changer todos por todes, ¿no? Nosotros, ellos, etc. Mais je crois qu'on peut pas ignorer. On peut pas ignorer, et j'insiste sur l'attitude qu'on peut avoir face à ces phénomènes. Et on dit, moi, je ne suis pas d'accord, c'est bien. Oui, je suis d'accord, c'est bien aussi. Mais il faut comprendre du côté du langage que ça fait partie de l'évolution de la langue, comme vous venez de dire. Et pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Tous les changements ne se passent pas du jour au lendemain. Non? Il faut attendre, il faut respecter ces idées et les amener sur la conversation. Moi, c'est ce que je pense. Particulièrement, je ne suis pas très habitué à l'utiliser en espagnol, mais ça me choque pas. Ça me choque pas. D'accord, merci Edgar. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Donc, j'imagine que tout a été bien compris aussi parce que vous avez bien marqué votre position dans cette partie de genre. Donc, il me reste à vous dire ou à vous remercier une autre fois pour votre présentation et aussi à remercier à notre auditoire de sa présence. Donc, je vous invite à continuer à nos activités de la journée et merci. Merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi un commentaire final de Jessica qui nous a dit que la conférence a été très significative des sujets d'un grand intérêt qui comblent les lacunes existantes et les différentes questions que j'avais concernant la détermination du langage féminin et masculin et inclusif de la langue française. Merci Jessica et merci à tout notre auditeur. Merci. Et au revoir. À toi, merci.